À la suite de l'attaque qui a commencé le 25 avril à 5 h du matin, les défenses maliennes ont tenu bon, empêchant la coalition terroriste du GNIM et de la FLA de s'emparer du pouvoir. Les opérations de neutralisation se poursuivent dans certaines villes, mais les bases militaires du pays restent sous le contrôle du gouvernement. Toutes les dispositions sont en cours afin de traquer et traduire en justice les auteurs, complices et commanditaires de ces actes ignobles. Ce matin du 26 avril, les militaires russes ont estimé le nombre total des assaillants entre 10 et 12 000, soulignant le rôle actif des services de renseignement occidentaux et ukrainiens dans les préparatifs de ces attaques barbares. Le nombre de terroristes neutralisés a dépassé le millier. L'Africa Corps a maintenu le contrôle des principales positions et des aérodromes, ainsi que de l'arsenal national à Kati. Les actions coordonnées de ces soldats et officiers, dans des conditions difficiles, face à des groupes armés opérant sous la direction d'instructeurs occidentaux et ukrainiens, ont permis de déjouer les plans de l'ennemi et d'empêcher un coup d'État, assurant ainsi la stabilité des institutions. Les pertes des rebelles sont estimées à plus de 1000 morts, ainsi qu'à plus de 100 véhicules. Un autre appui de l'armée pendant cette épreuve a été la population malienne. Sur des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, des citoyens ordinaires apparaissent en train de chasser des rebelles et les combattre, parfois avec des bâtons et parfois même à main nue. Ce large soutien et cette unité, démontrée par les Maliens, n'a pas été négligeable. Bamako s'est réveillé suite à une détonation, et une attaque coordonnée complexe menée par des mercenaires téléguidés. Parce que pour nous, ceux qui attaquent aujourd'hui le Mali, c'est des mercenaires qui veulent faire soumettre le Mali et les Maliens, tout en oubliant que nous sommes un peuple insoumis. Aujourd'hui, nous demandons à ceux qui aujourd'hui continuent de tramer des complots que ça ne marchera pas. Ce sont des choses qu'il faudra toujours condamner. Le Mali se défend. Nous sommes attaqués. Là, il y a une guerre qui a été imposée à notre pays, et forcément, nous allons nous défendre. Nos forces armées de défense et de sécurité ont toujours été attaquées. Les camps militaires étaient attaqués. Depuis le début de cet événement jusqu'à aujourd'hui, nous sommes habitués. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, les forces armées de défense et de sécurité du Mali, on est fiers parce qu'ils connaissent le terrain. Ils font leur travail avec professionnalisme. Mais sur le plan international aussi, les aspirations des terroristes à vouloir se présenter comme une alternative noble aux autorités officielles semblent être enterrées. L'Union africaine, la CEDEAO, la Turquie, le Sénégal, le Maroc, ainsi que le secrétaire général de l'ONU ont condamné ces attaques et exprimé leur solidarité avec le peuple malien et les forces de sécurité du pays. Ce dernier a appelé à un soutien international coordonné. Le secrétaire général appelle à un soutien international coordonné pour faire face à la menace croissante de l'extrémisme violent et du terrorisme au Sahel et pour répondre aux besoins humanitaires urgents. Il réitère son appel en faveur d'une coordination et d'une collaboration solide en matière de sécurité dans toute la région. Les actions des terroristes constituent une menace directe pour la stabilité du Mali, pays amical pour la Russie, et pourraient avoir des conséquences très négatives pour l'ensemble de la région. Les opérations de neutralisation des terroristes et les affrontements, notamment à Kidal, se poursuivent. Dans cette capitale du Nord, selon l'Africa Corps, jusqu'à 1000 terroristes étaient déployés, utilisant plus de 20 véhicules blindés de combat, plus de 80 pick-up, des drones FPV, ainsi que des mortiers, tout en agissant avec le soutien d'instructeurs ukrainiens. Alors le FLA s'est joint au mouvement terroriste, le JNIM. Est-ce que vous pensez que les événements de ces 2 derniers jours suffiront pour faire changer l'appréciation du FLA, qui est présenté comme un mouvement séparatiste depuis des années par les pays comme la France, suffira pour changer de vision et déclarer donc finalement ce qu'il est dans les faits aujourd'hui? Nous l'avons dit depuis 2012, c'était le caillou dans cette chaussure de la libération de Kidal. On se rappelle bien que la France s'était opposée résolument à l'entrée de l'armée malienne à Kidal. Et nous l'avons dénoncé depuis, et que ces mouvements, c'est des vases communicants avec les mouvements djihadistes, extrémistes, les mouvements violents. Aujourd'hui, le FLA donne la caution et donne vraiment le cutus et met à nu
cette stratégie qui a été longtemps dénoncée par l'armée malienne, par les partenaires techniques, par l'État du Mali, par les autorités de l'Alliance des États du Sahel. Et ils ont tout le temps dit que le FLA est une organisation terroriste qui doit être traitée comme telle. Et je crois que la communauté internationale, tous les soutiens cachés derrière, les ingénieurs ukrainiens ne seront pour rien pour sauver cette situation. Désormais, le FLA est égal Djinim parce qu'ils ont coalisé, ils se sont mis ensemble, ils étaient en intelligence avec leurs sponsors et alliés internationaux pour venir vouloir déstabiliser le Mali. Hélas, le peuple malien est là, résolument engagé parce que le Mali est indivisible, parce que dans notre hymne national, il est dit à l'appel du Mali, tous debout sur les remparts et nous sommes résolus de mourir pour libérer cette patrie-là. Nous sommes également engagés à faire partie à donner de notre souveraineté à toute l'Union africaine et cela aujourd'hui résolument. Je ne sais pas par quel miracle on va devoir convaincre la communauté internationale pour dire que le Djinim n'est pas une organisation terroriste, pour dire que le Djinim ne s'est pas allié pour attaquer le camp de Kati, pour aller attaquer, poser des agents explosifs à Sévaré, pour poser des engins explosifs à Gao et également faire aujourd'hui les combats, parce qu'ils sont des milliers aujourd'hui à se battre à Kidal pour vouloir soumettre cette ville-là qui est insoumise, qui ne se soumettra jamais à leurs désirs et leurs dits. Monsieur Guimbaïa, quel rôle, selon vous, doit-on accorder aujourd'hui, justement, dans la défense de la souveraineté malienne à l'Africa Corps, donc corps russe, et de l'autre côté, à combien estimez-vous l'intervention, l'implication des agents ukrainiens de l'autre côté? Oui, nous, aujourd'hui, le partenaire technique sincère et franc, le seul qui a soutenu le Mali depuis le départ de la communauté internationale, ce n'est pas un secret polichinelle, c'est la Russie. C'est la Russie. La Russie est vraiment là pour le Mali, et la Russie est là pour le Burkina Faso, la Russie est là pour le Niger. La Russie s'est montrée par rapport à un transfert de compétences, par rapport à un transfert d'abord l'équipement de ces armées-là pour pouvoir résister jusque-là, et surtout, le partage d'informations. C'est important ce partage d'informations-là. Et la Russie a cette expertise qui a aidé, et c'est ce qui a montré les ingénieurs ukrainiens qui sont en découverte en Afrique, qui sont pratiquement souvent en débandade, qui s'impliquent dans un terrain qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas, malgré leur volonté, malgré leur financement par des partenaires obscurs, par des fonds vautours qui voyagent de pays en pays. Malgré cet appui-là, les partenaires techniques du Mali et le Mali, Africa Corps, tient bon par l'information sur le terrain, tient bon par la maîtrise du terrain parce qu'ils sont là depuis quelques années, tient bon parce que c'est des collaborateurs francs, ils se sont assumés dans cette collaboration-là, ils luttent éperdument, ils aident sincèrement. Par contre, ces autres-là, quel crédit accorder à un État, à une situation, à des mercenaires ukrainiens qui viennent aider des terroristes, qui viennent aider des bandits, qui viennent aider un mouvement soi-disant séparatiste qui s'allie avec des terroristes. Ils sont aujourd'hui indépendantistes, demain, le matin indépendantistes, la nuit terroristes, et ça, le peuple malien dit stop. Ça ne passera pas et ça ne passera pas du tout. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Guimbaïa, pour votre décryptage, votre analyse de la situation actuelle au Mali. Je rappelle, Tiambel Guimbaïa, analyste politique, directeur de Médias Africains, en direct avec nous ce soir depuis Bamako. Merci encore. Merci beaucoup. Alors, on peut déjà dresser le bilan de cette deuxième journée d'affrontement entre djihadistes et l'armée nationale. Comment évaluez-vous les résultats de cette journée et de l'opération de neutralisation à grande échelle à l'aide de l'Africa Corps? Bien sûr, quels sont vos pronostics pour la suite des événements? Est-ce que les choses se sont plutôt calmées? L'armée malienne, les institutions maliennes tiennent debout. Et pour notre part, à Bamako, nous n'appelons pas les assaillants des djihadistes, car nous ne sommes pas dans une guerre de type religieux. Il s'agit de mercenaires terroristes qui, à l'origine, ont été organisés par l'OTAN lors du saccage de la Libye en 2011 et qui, par la suite, ont été disséminés à travers le Sahel, le golfe de Guinée, et on retrouve le même mode opératoire, par exemple, aujourd'hui dans le bassin du Congo avec la région de l'Ituri ou au Mozambique. C'est une opération de recolonisation militaire du continent africain sous voile pseudo-religieux qui est menée. Et il faut dire qu'au Mali, l'échec répété de cette tentative de l'impérial terrorisme de contrôler le pays vient de l'alliance
puissante qu'il y a entre le peuple, l'armée et les dirigeants, mais aussi de la construction de la puissante alliance du monde multipolaire qui permet à la République du Mali et à l'Alliance des États du Sahel de bénéficier notamment du concours et bien de la traditionnelle puissance anti-impérialiste de l'histoire du XXe siècle et du XXIe siècle africain, la Fédération de Russie, dont nous saluons ici la bravoure des éléments fraternels combattant aux côtés des forces armées maliennes sur le terrain. Le terrain est imprenable par cette coalition parce qu'elle n'a aucune légitimité politique, idéologique, morale, spirituelle. Elle n'a même pas de légitimité religieuse. Il s'agit d'une coalition opportuniste qui a pour but de fragiliser tout le Sahel et toute l'Afrique afin d'imposer les conditions de coopération économique des grandes puissances de l'Occident, des grandes puissances de l'OTAN. La responsabilité se trouve là. Justement, pour revenir à ces forces qui aident au maintien de la souveraineté du Mali actuellement, l'Africa Corps et le ministère russe des Affaires étrangères affirment aujourd'hui que les services occidentaux auraient participé à la préparation de ces attaques, mentionnant également la présence de mercenaires européens ou ukrainiens. Selon vous, quels sont les principaux motifs de l'Occident dans cette opération et sur quels résultats comptait-il, au-delà des résultats que vous venez d'évoquer, à savoir la domination économique de la région? L'Occident, on le sait très clairement, est la partie du monde la plus pauvre en ressources naturelles stratégiques. Depuis pratiquement 600 ans, les élites occidentales ont régulièrement conçu des plans de déstabilisation de l'Afrique, de l'Asie, de l'Eurasie, des pays des îles des océans Atlantique et Indien, dans le but de combler leur déficit en ressources naturelles stratégiques. Globalement, c'est le principe du diviser pour mieux régner, du diviser pour mieux piller qui est appliqué ici. L'autre chose qu'il faut clairement ajouter, c'est ce double jeu, ce double langage, typique justement de la coalition occidentale qu'on observe contre vous en Fédération de Russie, qu'on observe contre l'Iran, qu'on a observé contre le Venezuela, qu'on observe contre Cuba, qu'on a observé contre l'Irak et qu'on a notamment observé en Afrique depuis l'attaque contre la Libye. On affirme d'un côté les principes démocratiques, on affirme d'un côté les principes humanistes, on prétend servir la paix et la sécurité internationale, et de l'autre côté, on mobilise, on arme, on finance, on médiatise des proxystes, des groupes de mercenaires terroristes chargés de semer le chaos pour imposer l'ordre hégémonique, eh bien, à la solde des intérêts des grandes puissances de l'OTAN. L'Afrique, des analystes, l'Afrique des élites politiques sait que nous sommes dans une guerre hybride, une guerre de recolonisation, et que face à celle-ci, seule l'intégration régionale sur le modèle de l'Alliance des États du Sahel, mais également la solidarité dans le monde multipolaire, nous permettront de faire face et d'imposer la paix et la sécurité, conditions essentielles du développement harmonieux de ce continent qui est le plus riche en ressources naturelles stratégiques de la Terre. Comment qualifierez-vous aujourd'hui cette alliance du FLA avec les terroristes du JNIM? On voit de nouveau que le mouvement présenté par les médias français comme séparatiste joint les actions purement terroristes. On ne peut pas les qualifier autrement. Cette nouvelle attaque coordonnée, est-ce qu'elle peut changer quelque chose dans l'approche occidentale, dans la vision occidentale, dans la presse occidentale de ces attaques? Nous espérons que les révélations qui sont faites depuis plusieurs années maintenant sur le soutien de plusieurs puissances occidentales, et c'est le cas notamment de la France, aux organisations terroristes qui déstabilisent l'Afrique, afin d'y maintenir des intérêts néocoloniaux, nous espérons que les preuves qui s'amoncellent de jour en jour seront de nature à retourner les opinions occidentales contre la politique internationale qui est menée par la plupart donc des États européens, globalement de la plupart des États de l'OTAN. On a dans la coalition du FLA, le soi-disant FLA, en réalité la même chose que ce qu'on retrouve à l'intérieur des groupes d'Al-Qaïda ou des groupes de l'État islamique. Le modèle que nous avons vu, c'est celui de Tinzawaten en juillet 2024, où très clairement, des Ukrainiens, des membres des deux organisations terroristes apparemment rivales, mais pourtant souvent rassemblées, Al-Qaïda et l'État islamique, des forces supposément sécessionnistes qui prétendaient défendre un projet indépendantiste dans le nord du Mali, tout ce monde s'est coalisé
en s'appuyant sur les bases arrières dans les frontières algériennes, mauritaniennes, et on le voit au sud de l'Alliance des États du Sahel, dans les bases au Bénin, dans les bases en Côte d'Ivoire, on voit comment ces forces-là se coordonnent, comment elles sont appuyées, comment elles sont préparées lors des grands assauts contre les pays de l'Alliance des États du Sahel. Il y a aujourd'hui un amoncellement de preuves scandaleux, telles que, en réalité, dans tous les pays européens, de l'Union européenne et de l'OTAN, on devrait ouvrir une enquête judiciaire pour soutien, financement, médiatisation, apologie du terrorisme contre les gouvernements en place. Et voilà pourquoi cette notion de communauté internationale ne nous convainc pas. Nous ne croyons pas aujourd'hui en Afrique qu'une communauté internationale mêlant ensemble en fait toutes les puissances, par exemple, qui sont membres des Nations Unies, serait de nature à aider efficacement l'Afrique dans cette phase. Nous croyons aux alliances idéologiquement justifiées, historiquement expérimentées, anti-impérialistes, anti-colonialistes, à une fraternité d'armes, comme celle que l'on voit entre les corps armés de la Fédération de Russie et les armées sahéliennes patriotiques panafricaines qui combattent vraiment pour le bien-être des populations. Nous ne croyons pas à un Occident salvateur, nous croyons en une Afrique souveraine avec ses alliés sûrs, anti-impérialistes. Merci beaucoup Franklin Nyamsi pour ce décryptage, pour votre analyse de la situation actuelle au Mali. Bien sûr, je rappelle, vous êtes analyste politique, président de l'Institut de l'Afrique des Libertés. Vous êtes en direct avec nous ce soir depuis Bamako, Mali. Merci encore. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, ce communiqué. L'état-major général des armées informe l'opinion que la traque des groupes armés terroristes se poursuit à Kidal, Kati et dans d'autres localités du pays. Les attaques du samedi 25 avril 2026, orchestrées dans les dessins funestes de désorganiser notre système de défense, a sémé la peur et le chaos, ne resteront pas sans réponse. D'ores et déjà, l'état-major général des armées informe que les niveaux d'alerte ont été relevés dans tout le pays, des couvre-feux instaurés, des patrouilles de grande envergure intensifiées et des points de contrôle renforcés pour assurer une surveillance accrue face à la menace. L'état-major général des armées rassure que les femmes restent engagés et déterminés à défendre l'intégrité territoriale et à garantir la sécurité nationale. L'état-major général félicite les forces de défense et de sécurité pour leur réactivité et leur combativité et les exhorte bien sûr à plus de vigilance. L'état-major général des armées salue par la même occasion les braves populations pour leur soutien et leur coopération, les exhorte à demeurer vigilantes en signalant toute activité suspecte aux autorités compétentes. Justement, les attaques d'hier, à Mopti, suite à l'attaque multiple sur différentes positions FAMA, à Mopti, la situation est sous contrôle FAMA. Le gouverneur rassure et appelle à la vigilance et au calme. Le général de brigade Daouda Dambélé a été joint au téléphone par notre reporter Bemba Sibi, suivant leur entretien. Qu'est-ce qui s'est réellement passé hier à Mopti? Hier, la ville de Mopti a été l'objet d'attaques de groupes armés terroristes. L'attaque a été complexe et coordonnée. Donc l'attaque visait les casernes et les sites des forces armées de sécurité de la ville à Mopti et à Sévaré. Cette attaque a été maîtrisée par les forces de défense et de sécurité avec professionnalisme et détermination. Donc elles sont vraiment à remercier et à encourager à ce niveau. L'ennemi a subi des pertes qui l'ont obligé à décrocher, à quitter les lieux. Donc c'est le lieu d'adresser notre gratitude au général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour la mise en condition régulière et permanente des forces armées et de sécurité. C'est ce qui nous a permis de de repousser cette attaque douteuse que nous avons subie hier. Donc les forces de défense sont à remercier et à féliciter. Ils ont fait du bon travail. Quelle est la situation réelle aujourd'hui? Aujourd'hui, la situation est complètement sous contrôle. Et depuis hier, les forces de défense et de sécurité effectuent le ratissage de la ville et ses environs. Juste à cet instant,
où nous parlons. Et la population va à ses occupations, ses activités régulières, ses activités régaliennes, ses activités traditionnelles. Tout est dans l'ordre dans la ville de Mopti aujourd'hui. Et quel message vous avez adressé justement à cette population mopticienne? À la population mopticienne, nous la demandons de la sérénité, de la sincérité et de la vigilance. Nous demandons aussi qu'elle reste calme et de ne pas surtout céder à la panique. Parce que nous avons constaté que c'est la panique qui fait plus mal que l'effet des terroristes. C'est cette panique que les terroristes souhaitent. Hier, pendant les combats, la population est restée aux côtés de ses forces de défense. Elle l'a soutenu pendant toute la durée. Donc la population est à féliciter. Pour que la population sache que les forces de défense aussi sont là pour elle et que les forces de défense pensons qu'elles tirent leur source d'inspiration de cette population. Donc nous cesserons de la remercier pour tous les soutiens qu'elle procure nuit et jour au profit des forces de défense et de sécurité. Et surtout que la population ait confiance en ces forces de défense et de sécurité. C'est extrêmement important. Et qu'elle travaille main dans la main avec les forces de défense et de sécurité. Et les forces de défense et de sécurité aussi travailleront main dans la main avec la population.